Salut à tous, c'est Shorty, vous êtes sur l'Oxymore et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Nelson Foy. L'Oxymore, number one, you heard me? Boss. Nelson, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Ouais. Je suis très content de te recevoir. Au final, ça fait déjà peut-être 4-5 ans qu'on s'était vu. Ouais. C'était un peu les débuts de l'Oxymore. On se voit aujourd'hui dans le cadre de la promo de ton long métrage Zion. Si je ne me trompe pas, tu nous expliqueras ça bien, mais c'est le long métrage issu du court métrage Timuna pour lequel on s'était vu il y a quelques années. C'est ça. Est-ce qu'avant qu'on parle du long métrage, on peut faire un bilan un peu sur le succès de Timuna parce qu'il y a eu beaucoup de récompenses et un parcours intéressant. Est-ce qu'on peut faire déjà un petit bilan sur ça? Ouais, bah écoute, Timuna, ça a bien tourné. C'est un film qui a bien voyagé sans moi, parce que c'était le Covid au moment où il est sorti, donc il a voyagé tout seul. Mais ouais, il a fait pas mal de festivals aux États-Unis, Canada, en Europe, en Afrique pas mal aussi. Il a été en Corée aussi, donc ouais, il a bien voyagé. Il a gagné pas mal de prix aussi, et voilà, ça a permis. Il a été aussi présélectionné au César. Ça a permis d'avoir en tout cas on va dire une belle vitrine, tu vois, voilà, une belle carte de visite, on va dire. Ok. Ouais. Pour les spectateurs, la précédente interview est toujours disponible, donc on a déjà parlé un peu de tes débuts, de comment tu es arrivé à la réalisation. Ouais. Mais du coup, raconte-nous du coup comment tu es passé de ce court-métrage au long-métrage Zion qui sortira, alors au moment où on tourne, il sort le 14 mars en Guadeloupe et Martinique. Et Guyane. Et le 9 avril en France hexagonale. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc comment on passe du court-métrage à un long? Bah écoute, c'est la question qui revient à chaque fois. Je suis pas sûr qu'il y ait on va dire un chemin tout fait pour ça, tu vois. Je pense que chacun a son parcours. Moi, dans mon cas en tout cas, ça a été d'avoir fait un cours qui a prouvé en tout cas mes capacités à tenir un projet jusqu'au bout, un projet de qualité, tu vois, et de le mener à bien. La qualité artistique aussi du projet. Donc Timuna, en fait, si tu veux, ça a parlé pour moi. Moi, je voulais faire, quand j'avais terminé Timuna, si tu veux, je voulais pas repartir sur cette histoire. Tu vois, parce que toi, le processus des films, même quand c'est un court-métrage, mine de rien, c'est assez long. Donc au bout d'un moment, en fait, tu es sur le projet pendant 2, 3 ans, parfois 4 ans, et tu as envie de passer à autre chose, quoi, tu vois. Donc moi, cette histoire-là du bébé dans un cabas, je me suis dit, vas-y, je passe à autre chose. Mais en vrai, c'était ma meilleure entrée pour le long métrage. Okay. Tu vois, parce que j'ai un ami, en fait, si tu veux, qui a fait plusieurs longs métrages, et il m'a dit, tu fais ce que tu veux, mais parfois, il faut savoir battre le fer tant qu'il est encore chaud. T'as un bon truc, un bon projet, enfin en tout cas une belle œuvre. Elle parle pour toi, utilise-la et fais le saut, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, ok, on y va. De mémoire, en off, la dernière fois, tu m'avais dit qu'en gros, tu étais déjà en train de gérer cette version longue, ou en tout cas un long métrage. Ouais. C'est pas par rapport au succès de Timuna que du coup on t'a contacté pour te proposer de produire un plus long. C'est pas, non. En fait, ça s'est pas fait dans ce sens-là, vraiment. Okay. Mais en fait, si tu veux, quand j'ai fait Timuna, le film n'était pas encore sorti, j'avais fait ma première version de montage. Et j'avais pour habitude de le montrer à un ami, tu vois, justement, la personne en question, Mohamed Hamidi, qui lui a fait déjà, on va dire, aujourd'hui, peut-être 5 longs. À l'époque, un peu moins, mais... et j'aime bien voir ses retours, parce que tu vois, il a des retours assez tranchants sur le montage. Et voilà, il m'a souvent bien dirigé à ce niveau-là. Quand je lui ai montré, il a regardé le film, il m'a dit, bon voilà, il commence à y avoir du niveau, tu vois. Il m'a dit, franchement, finis ton film, fais 2-3 cuts, parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont pas utiles en vrai. Et ensuite, une fois que tu as terminé, tu me l'envoies, moi je le montre à Jamel, tu vois. Donc en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, voilà. Mais puis après, quand Jamel a vu le film directement, il voulait absolument qu'on se voit, etc. Mais si tu veux... T'es pas obligé de passer par quelqu'un comme Jamel Debbouze pour basculer sur le long métrage. Ce qu'il faut, c'est trouver... Là, on parle du court métrage. Ouais. Oui, on parle du court métrage qu'il a montré à Jamel. Okay. Et Jamel a voulu absolument qu'on aille ensemble sur le long métrage. D'accord. Tu vois, il a kiffé le film, il a kiffé mon taf, et
il a dit, vas-y, faut qu'on fasse le long métrage, faut qu'on le fasse ensemble, tu vois. Mais en fait, si tu veux, des fois, j'évite de parler de ça parce que ça donne une mauvaise indication aux gens. Ils se pensent que, ah, ok, d'accord, bah, il avait Jamel, donc du coup, c'est normal que, tu vois. Alors qu'en fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Tu t'en rends compte, en fait, après, au début, tu te dis, bah, c'est Jamel, bah oui, c'est bon, tu vois, c'est bon, tout est ouvert. Tu te rends compte qu'en fait, non. Tu vois, c'est pas ça qui. Ça peut simplifier certaines choses, tu vois. Ça nous aide surtout maintenant qu'on est dans la com du film. Ça ouvre des portes sur la communication parce qu'il a du réseau, tu vois. Mais sur le financement, la fabrication du film, enfin tout ce qui nous mène au film, en fait, finalement, c'est pas ça qui fait la diff, tu vois. Donc, moi, j'ai choisi cette prod-là, donc la prod de Jamel qui se filme à la base, parce que on a eu ce rendez-vous-là avec Jamel et que Jamel a kiffé et qu'il a dit faut qu'on y aille ensemble. Bah, t'as Jamel qui te dit vas-y, faut qu'on y aille ensemble, frère. Tu vois. Pas beaucoup réfléchi. Tu vois, moi à cette époque-là, je gagne 0 € par mois, tu vois. Donc à ce moment-là, tu te dis, le gars il me dit, je sais que t'as pas besoin de moi, mais moi je veux qu'on taffe ensemble. Je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte, j'ai pas besoin de lui. Je comprenais même pas ce qui se passait, mais avec le recul, je comprends maintenant en fait ce qu'il me disait quand il disait que j'avais pas besoin de lui. Si tu veux, là, ce qu'il me fallait, c'est trouver une prod, tu vois, de cinéma. Et avec un film comme Timuna, où je pouvais choisir, j'avais un peu l'embarras du choix, tu vois, en vrai. Ok. Tu vois, dès que tu fais un film de qualité, après, derrière, tu peux trouver des prods de cinéma et avancer. Donc, en fait, c'est pas... Bon, l'histoire avec Jamel est belle, tu vois, elle est cool. Mais tu peux très bien fonctionner avec n'importe quelle prod et derrière partir sur ton projet de long métrage, tu vois. Il faut trouver une prod qui est bien en place, qui a la même vision que toi, qui avance dans le même sens que toi, tu vois. Et puis après, voilà, après c'est un processus qui est long. Ok. Lors de l'interview autour de Timuna, tu nous avais dit en gros que le budget était d'environ 50 000 € pour le court-métrage. Tout en nous précisant bien que c'était pas suffisant, en vrai, pour travailler dans les meilleures conditions. Tu t'en étais sorti par des contacts en colorimétrie, etc. Combien ça coûte aujourd'hui de faire un long-métrage? T'en as un peu parlé, mais est-ce que du coup c'est le travail de la production d'amener ces financements-là? Comment ça a fonctionné? Oui, c'est le travail de la prod d'aller chercher l'argent. C'est pas eux qui mettent, mais ils doivent aller chercher les sous. Les budgets de long et les budgets de court n'ont rien à voir. Tu vois. Sur Timuna, comme je t'ai dit, on était aux alentours de 50 000 €, 60 peut-être, tu vois. Mais quand je dis c'est pas beaucoup pour un court-métrage, c'est vrai. Tu as des courts-métrages aux alentours de 100, 120, 120 000, parfois 150 pour ceux qui sont vraiment bien financés. Mais sur un long-métrage, tu démarres à 2 millions. D'accord, ok. On est vraiment dans des autres prix. Un film comme Zion coûte 3 et quelques. D'accord. Tu vois. Ok. Donc voilà, il faut aller chercher. C'est un autre circuit. Ça peut paraître énorme pour les spectateurs qui ne sont pas dans la production, pour moi aussi. Mais je sais pas moi, est-ce que est-ce que c'est beaucoup pour un film ou c'est la moyenne ou c'est vraiment le minimum? 2 millions, c'est le minimum. Hein. Ok. Ouais, 2 millions, c'est vraiment le démarrage. En fait, tu peux peut-être avoir des films qui font 1,5, mais c'est... En fait, pour donner une idée, en dessous de, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 3,5 millions. On est considéré comme film fragile un peu. D'accord. Tu vois. Donc en fait, tu peux... en fait, tu as des classifications, en fait, si tu veux, de films par rapport à leur budget. Et après, ça va induire aussi le salaire des techniciens et tout ça. Ok. Donc, tu as des espèces de catégories, si tu veux, de films, tu vois. Donc, quand tu as dans un film qui est en annexe 3, on appelle ça annexe 3, en fait, tu payes tout le monde, on va dire, disons, allez, 30% de moins que ce que tu payes sur l'annexe 1. Okay. Parce que ton film a un budget qui est en dessous de 3 millions. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais 3 millions 5, mais ouais, okay. C'est comme ça. Au-dessus, dès que tu dépasses les 4 millions, tout ça, tu passes en annexe 1, tu payes les gens plus cher. Nous, on a quand même tourné en annexe 1, malgré le fait qu'on soit un peu entre les deux, tu vois. C'était un choix, voilà, de prod. Bon, moi, c'est pas mon métier, tu vois. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, 3 millions, en fait, ça paraît beaucoup. Mais bon, tu vois les génériques de films, tu vois le nombre de personnes qui travaillent sur un film. Ces gens-là, il faut les payer, mais il faut aussi les nourrir, il faut aussi les faire se déplacer, il faut aussi les loger parfois.
tu vois, quand tu les fais venir de l'extérieur. On va en rediscuter pour le tournage de Zion. Ouais. Et juste pour point de comparaison, est-ce que les gros blockbusters, je sais pas moi, les Marvel, c'est des combien? C'est des 500 millions, des trucs comme ça? Non, pas jusque-là. Pas jusque-là, mais on va dire les films les plus chers aujourd'hui, ils sont à 200 millions, 300 millions, tu vois, vraiment les plus chers. Ok. Tu vois, mais c'est des trucs, on est dans une autre... Tu vois, je veux dire, déjà un film à 20 millions, c'est déjà un film cher, tu vois, 50 millions, c'est un film très cher. Ok. Tu vois, ouais. Ok. Pour revenir donc du coup à Zion, on va reprendre aussi le pitch, hein, puisque on a un peu enchaîné par rapport à Timuna. Ouais. Mais de quoi parle ce film? Bah, écoute, ça reprend la ligne directrice de Timuna, qui était le mec qui arrive dans un... Enfin, le mec qui est dans un quartier, en fait, et qui est un peu inconséquent, tu vois, c'est-à-dire un jeune de quartier inconséquent, qui a des problèmes avec la rue, et qui, un soir, en fait, retrouve un bébé dans un cabas sur son palier, avec marqué Timuna dedans, sur un petit morceau de carton, tu vois. Donc voilà, ça reprend cette ligne-là. Après, autour de ça, c'est un autre film. Il y a beaucoup plus de choses. On développe bien sûr tout le côté rue, tous ces problèmes avec un personnage qui s'appelle Odell dans le film. Et un autre qui s'appelle T-Dog, que les gens ont pu voir dans la bande-annonce aussi, qui est interprété par Don Snoop, donc Odell qui est interprété par Zebrist. Et si tu veux, il se retrouve au milieu de ces espèces de deux caïds un peu, tu vois, entre deux feux, et il doit gérer ce bébé. Ouais. Ok. Donc c'est intéressant que tu as enchaîné un peu sur le casting. Donc on retrouve toujours Sloan, qui est le premier rôle. Est-ce que tu as conservé beaucoup d'acteurs du court-métrage? Sinon, pourquoi Sloan? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? J'ai conservé Sloan pour le personnage principal. Philippe Kaloda, qui dans le court-métrage jouait un flic. Et là, du coup, il joue le père de Chris, du personnage principal. Et je crois que c'est à peu près tout dans le casting. En tout cas, dans le casting principal. Après, dans Timuna, il n'y a pas non plus une palette énorme de personnages. Oui. Et ensuite, ta question, c'était? C'était, comment tu as fait ce casting-là? Il y a la présence d'artistes guadeloupéens, en l'occurrence Zebrist et Don Snoop. Peut-être d'autres, tu nous diras. Ouais, Cybèle aussi. Oui, effectivement, qu'on voit dans la bande-annonce. Comment tu as fait ce casting-là? Déjà... moi, comme je t'avais dit un peu à l'époque, moi, je caste pas ni par affinité, ni par le fait que soit un artiste soit déjà connu. Tu vois, c'est pas ça mes critères. Tu vois, moi, je cherche vraiment quelqu'un qui correspond à mon personnage. Donc, en fait, on a ouvert le casting et puis il y a des gens qui sont venus. En fait, Don Snoop, il est venu dans le casting, il a passé le casting comme tout le monde. J'ai pas appelé Don Snoop en disant, ouais, c'est lui que je veux, tu vois. Et donc il a passé le casting avec d'autres, tu vois, et puis moi quand je l'ai vu, j'ai dit ouais non en fait c'est lui, c'est lui T-Dog, tu vois, c'est lui que je veux. Pour le coup, en tant que spectateur de la bande-annonce, j'ai pas encore vu le film au moment où on tourne, j'ai été impressionné de rien qu'à la bande-annonce. Ouais. Donc ouais. Après voilà, il dégage quelque chose et puis on a taffé le perso, tu vois, pour la petite anecdote marrante, tu vois. Il m'a fait chier parce qu'il voulait pas que je lui peigne ses locks en rose, tu vois ce que je veux dire. Il me regardera ça, il sait très bien de quoi je parle. Il disait ouais c'est rose et tout, je dis c'est pas rose, c'est rouge. Et c'était un grand débat, tu vois. Il me dit non c'est rose et tout, je dis non c'est pas rose, c'est rouge. Et en fait finalement c'est même plutôt violet. Ouais, tu vois, c'est sorti un peu violet. Ouais, ça sort plutôt violet. Et au final ça lui donne un truc, tu vois, dès qu'il arrive et tout, ça pète l'écran, tu vois ce que je veux dire. Au-delà que lui déjà sa tête, tu vois, il a déjà un charisme naturel qui fait que il a un truc dans les yeux, dans le regard, tu vois, qui est très deep, tu vois, et très habité, tu vois. Donc, en vrai, son personnage, il tue. Puis en plus, il écrit d'une manière qui fait qu'à chaque fois qu'il apparaît dans le film, il est toujours très charismatique. Tu vois, le personnage est écrit aussi comme ça, tu vois. Après, pour Zebrist, c'est moins surprenant puisque Zebrist a toujours un peu compté, il a fait des intros un peu de slam et tout, on sait qu'il aurait pu jouer un texte, enfin tu vois, performer, et c'était moins surprenant, mais il a l'air de bien s'en sortir, donc ouais, clairement. Et en fait, en plus Zebrist revenait d'une aventure un peu difficile, même très, j'allais te demander, j'allais te demander si c'était aussi le côté d'engagement pour mettre en avant cette histoire. Non, en fait, non, je l'ai pas pris pour ça.
mais il avait tout ça en lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand il est quand il arrive au casting, il porte tout ça avec lui, tu vois. Donc il est habité aussi par ça, tu vois. Et il a un truc, Zébris, que j'aime bien, en fait, il a un truc qui dégage, qui est assez street et en même temps humain, tu vois. Et moi, je voulais surtout pas que les deux personnages d'Odell et de T-Dog, en fait, ils rentrent en conflit, ils se mélangent. Il fallait que ce soit vraiment distinct, tu vois. Qu'en fait, T-Dog représente vraiment... Il est presque déshumanisé, tu vois. C'est un peu la faucheuse, il fait flipper. Tu vois, tu te dis avec lui à tout moment... Ouais, et à tout moment, il fait un peu un démon, tu vois. C'est un truc, tu dis à tout moment, ça peut vriller. Odell, tu sens qu'en fait, tu peux parler avec lui quand même, tu vois. Tu peux parler, il y a peut-être moyen de t'en sortir, tu vois, parce qu'il a un côté un peu plus humain, malgré que ce soit un mec de la rue, quoi, tu vois. Et donc, Zébris, il avait ce truc-là. Il avait un truc aussi avec ses locks à ce moment-là. Bon, là, il les a toutes rassemblées. Il a fait des bongos, tu vois. Mais pendant le tournage, il avait encore, tu vois, les longues locks, tout ça. Et quand on a fait les essais, il mettait Sloan par terre, tu vois, avec l'arme comme ça, il était au-dessus, il avait les locks qui pendaient comme ça, et c'était super stylé, tu vois. Et puis, non, il était habité par ça. Donc, Zébris aussi, c'était une belle rencontre. Gros big up à lui aussi, puisqu'il nous a aussi donné des coups de main, des contacts et tout depuis même les débuts de l'Oxymore. Ouais, c'est un très bon gars, vraiment. Il est dans le love, tu vois. Donc, après Sloan, c'est la continuité de Timuna. Là, un peu une révélation aussi dans le court-métrage. Ouais, c'était une révélation dans le court-métrage. C'est quelqu'un que j'ai rencontré par hasard, qui a quelque chose de naturel pour jouer, tu vois. Il est très à l'aise. Maintenant, tu vois, Zion, c'était plus compliqué. Parce que Zion, c'est pas Timuna, tu vois. Zion, je lui ai dit dès le départ, je lui ai dit, Frangin, déjà, je lui ai mis la pression en lui disant que j'étais pas sûr de le prendre. Tu vois, à la base, moi, j'ai dit, mais frérot, moi, je repasse un casting, moi, pour le personnage de Chris. Ok. Tu vois, à toi de prendre le rôle. Tu vois. Donc, je l'ai mis sous pression pour qu'il taffe. Et je sais que c'est un bosseur. Tu vois. Et je sais qu'il a les moyens voilà, que quoi qu'il arrive, il avait un truc en plus déjà, il avait la continuité de Timuna, et puis il avait aussi le fait qu'on avait déjà beaucoup travaillé ensemble, il savait comment je bossais, et donc les choses étaient déjà fluides. Tu vois, j'ai pas besoin de recommencer à zéro avec quelqu'un, tu vois. Parce que Sloan, en vrai, je l'ai formé, tu vois, au cinéma, d'une certaine manière. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est assez rapide entre lui et moi. Tu vois, moi, quand je le vois jouer, je vois comment il applique. Que les gens vont le voir jouer, ils vont rien calculer. Mais moi, tous les trucs, les regards qu'il va faire dans le vide, les temps de pause, je vois tout le travail qu'on a fait et je vois tous les petits gimmicks qu'il utilise. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et qu'il met ça bien. C'est-à-dire qu'il est très intelligent dans sa manière de jouer, dans son positionnement à la caméra, dans sa manière de poser le texte. Tu vois, il assimile très très bien ce qu'on lui dit. Donc c'est une éponge. Tu vois, et pour moi, c'est super important. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, j'aurais pas voulu caster des stars, par exemple, pour mon film, parce que j'ai besoin de les diriger. Tu comprends? Si j'ai une star en face de moi... Qui a déjà une personnalité plus forte, plus marquée, voilà, ça sera plus compliqué. Qui a un gros ego, ou quoi, et qui va me dire au bout d'un moment, bon, frangin, ok, mais bon, là, tu me saoules, tu vois. Mais moi, c'est pas possible. Moi, c'est mon film, la priorité. Donc, j'ai besoin d'avoir des gens qui... Ils écoutent, mais vraiment, tu vois, ils écoutent, ils appliquent, et il n'y a pas d'ego, tu vois, là-dedans. Sloan, je sais qu'il n'y a pas d'ego, Sloan a bossé. Il y avait beaucoup de choses dans Timuna où je lui ai dit, je t'ai préservé. Parce que dans Timuna, j'ai fait en fonction de ce que tu étais capable de faire à ce moment-là. Tu vois, j'ai adapté. Et là, tu veux plus. Là, je veux plus. Là, on a un film d'1h40, on ne peut pas rester dans notre jardin à l'aise. Il y a des choses, il va falloir que tu pleures. Il y a des choses, il va falloir que tu cries, que t'es machin, que t'es des... Tu vois, on va être dans d'autres palettes d'émotions. Il faut bosser. Et donc, il a commencé à travailler. Il m'a envoyé des vidéos, il essayait de pleurer, tu vois. On faisait des trucs, on échangeait. Moi, j'étais à Paname. Je lui disais, c'est pas bon, c'est pas bon. Il travaille encore, c'est pas bon, tu vois. J'ai fait ça comme ça. J'ai donné des tips aussi, tu vois. Et donc, du coup, après, il a taffé. Et puis, au bout d'un moment, je sens, j'ai dit, t'es pas loin, là. J'étais pas loin, mais j'ai dit, tu forces encore, tu vois, ça se voit. C'est pas naturel, tu vois. J'ai dit, ton visage, il se crispe et tout. Crispe pas ton visage, tu vois, va le chercher. Je lui ai donné des tips. Et au final, au fur et à mesure, je commence à le sentir. Je dis, ok, bon, on n'est pas loin, ça va le faire. Et puis voilà, puis après, t'as Philippe Kaloda, t'as Lucille Cancel, qui n'était pas dans... Timuna. Ouais, dans Timuna. Juste pour Philippe Kaloda, bah, on le connaît bien ici, tu vois, en tant que comédien. Et je trouve qu'il a un vrai potentiel
dramatique. Tu vois, on le connaît sous le côté humoristique, Philippe, tu vois. Mais en vrai, je trouve qu'il a un vrai potentiel dramatique. Il a une bonne voix, il a une vraie gueule, tu vois. Pour moi, c'était lui, le daron. Okay. Donc lui, par contre, pour le coup, je ne l'ai même pas casté. Pour moi, c'était lui, tu vois. Et il y avait Lucille Cancel, qui est incroyable. Qui est, elle, pour le coup, une comédienne professionnelle, tu vois. Et qui est super impressionnante. Très impressionnante sur sa qualité de jeu, sur sa technique, sur ce qu'elle rend aussi à l'image, tu vois. Très charismatique, elle est très photogénique, elle a une vraie beauté... un peu, tu vois, africaine, kenyane, un peu, tu vois, avec les pommettes un peu anguleuses et tout ça, mais elle dégage un vrai truc, hein, et puis elle est capable de donner quelque chose de très puissant, très rapidement, tu vois. C'est assez, franchement, elle m'a vraiment épaté. Et pour faire le tour encore un peu du casting, il y a Mike qui joue le rôle du prophète. Il n'est pas dans la bande-annonce. Ok. C'est un personnage, le prophète, que j'affectionne particulièrement, tu vois. C'est parce qu'il on a tout le côté mystique, tout le côté un peu magico-religieux. Et on a le côté aussi très pointe-à-pitre, quoi, tu vois, avec un paro, en fait, qui en fait, qui est directement inspiré de José Lito, pour ceux qui connaissent un peu Pointe-à-Pitre et les gens qui circulent, tu vois. Et José Lito, je pense que tout le monde l'a déjà vu un peu, il pousse son caddie, tu vois, et c'est quelqu'un avec qui je parle souvent quand on se croise, tu vois, et que j'ai beaucoup d'affection pour lui, tu vois. Et donc ce personnage-là, il est inspiré de ce gars-là, que tu prends pour un fou et qui est en réalité, qui ne dit pas que des conneries. Des éclairs de lucidité. Ouais. Il a des espèces de prophéties. Dans le film, il sort des passages de la Bible, tout ça, tu vois, c'est un peu un illuminé, tu vois. Et Mike, il a fait ça, mais quand je l'ai vu, parce que j'avais vraiment peur pour ce personnage, je me suis dit, putain, est-ce que je vais réussir à trouver quelqu'un qui se rapproche de ça, qui va réussir à faire ça? Quand j'ai vu Mike, j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai dit, c'est lui, il n'y a aucun... Ah ouais, il n'y avait pas match, quoi, tu vois. C'était... de toute façon, même il y en a qui regardent et qui se demandent si c'est pas un vrai paro. Non, mais c'est vrai, hein, vraiment, les gens m'ont dit, ouais, du coup, t'as tourné avec un paro, toi, c'était pas difficile et tout. Je dis, non. Et non, lui, il est super. Pareil, une performance nickel. Il y a qui d'autre? Yuri Decibel, qui joue le rôle de Jason. Pareil, super gars. À la base, j'avais casté pour Timuna. Ok. Ouais. Finalement, il m'avait jamais donné de retour. Il était sur ses projets de musique, je crois, et tout. Et quand Timuna est sorti, je le croisais à la salle de sport et tout. Il me disait, ouais, quand t'as un truc la prochaine fois, dis-moi. Je dis, ouais, mais frérot, tu vois. Et du coup, voilà, genre, on a bossé ensemble sur Zion et c'était cool. Ok. Ouais. Le tournage a eu lieu en Guadeloupe, en intégralité? Ah oui, intégralité, ouais, Pointe-à-Pitre et un petit peu Grand Bay. Ok. Ouais. Ici, on entendait un peu, il y avait quand même des bruits de couloir quand ça tournait et tout, il y a tournage, etc. On bloquait toutes les rues. Les gens, ils m'envoyaient des messages, ils m'insultaient. Je disais, on bloquait tout le boulevard, tu vois, on mettait des voitures en feu et tout. C'était quelque chose. Hein. Est-ce que, du coup, alors, pour revenir, tu avais un peu l'engagement sur Timuna de travailler avec même des professionnels guadeloupéens. Ouais. Est-ce que tu as réussi, en passant ce step, à continuer sur cette lancée-là? Et est-ce que c'est toujours un engagement pour toi, quoi, de participer à ça? Évidemment, parce que tu sais, un film, c'est une économie, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'argent, mais il faut savoir que l'argent, il part beaucoup en salaire, hein, il est beaucoup reversé, tu vois. Sur un film comme Zion, on reverse beaucoup à la Guadeloupe. Hein. Ça doit être, on n'est pas loin de 2 millions, je crois qu'on renvoie, tu vois, à la Guadeloupe, en vrai. Donc, en fait, on fait vivre aussi, tu vois, la Guadeloupe. Donc, moi, il est hors de question que l'argent, il parte, je sais pas où, tu vois, il faut qu'il soit reversé aussi au pays, tu vois. Donc, non, c'est une évidence. Après, il y a des réalités aussi. Hein. Donc, tu peux avoir toutes les bonnes intentions que tu veux, il y a des réalités. On n'est pas 1 milliard de techniciens non plus. Donc, quand on tourne, il y a Destin Paradise en même temps. Quand on tourne, il y a, je crois, Meurtre Sainte en même temps. Il y a un autre truc, je sais plus, il y a 3 tournages, je crois, tu vois. Donc, plein de techniciens déjà pris, plein de gens aussi qui sont tenus par des séries comme Destin Paradise. Non, je veux dire, Destin Paradise, par exemple, tu vois, si tu veux, ça te fait vivre. Si tu veux, comme il n'y a pas non plus 1 milliard de tournages. Oui.
les techniciens, ils savent que tous les ans, il y a Destin Paradise. Ouais, ils sont... Bah, ça les fait manger. Clairement. Donc, va leur dire, non, lâche Destin Paradise, viens avec nous. Mais nous, c'est one shot, ils savent. Destin Paradise, c'est tous les ans, tu vois. Donc, bah, il y a tout ça qui fait qu'au bout d'un moment, bah, t'es obligé d'aller prendre ailleurs. Mais tout ce qu'on a pu prendre en Guadeloupe, on l'a pris. Hein. Après, en fait, tout ce qu'on a pu prendre en Guadeloupe, on l'a pris. Ensuite, ce qu'on n'a pas pu prendre en Guadeloupe, on est allé chercher en Martinique. Et puis, ce qu'il n'y avait ni en Guadeloupe, ni en Martinique, ni en Guyane d'ailleurs, parce qu'on a aussi pris un peu en Guyane, et ben on a été prendre ça à Paris, tu vois. Ok. On y arrive un peu. Pareil, tu avais eu, lors de l'interview pour Timouna, un statement très fort où tu avais dit qu'il n'y avait pas à ce moment-là de cinéma guadeloupéen pour toi. Ouais. Est-ce que ça a évolué pour toi, cette vision-là? Est-ce que tu es toujours sur la même idée? Mais tout dépend de ce que tu entends par cinéma guadeloupéen, en vrai. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça, il y en a qui le prennent mal, tu vois, parce que ça les pique directement. Quand je dis il n'y a pas de cinéma guadeloupéen, pour moi, c'est pas pour dire que rien ne se fait dans le cinéma en Guadeloupe, c'est pas vrai, tu vois. Moi-même, je connais plein de gens plein de réals qui font des choses, tu vois. Le cinéma, c'est quoi? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a une industrie du cinéma en Guadeloupe? Est-ce qu'on a des gros films références? Tu vois, pour moi, pour qu'il y ait un cinéma, et c'est ma vision à moi, on a le droit de pas être d'accord. Pour qu'il y ait un cinéma, il faut qu'il y ait des films marquants, de référence, tu vois, qui, à un moment donné, marquent un peu un avant, un après, quoi. Tu vois. Moi, quand tu me parles de films antillais, aujourd'hui, on va dire, il y en a 3 qui viennent dans ma tête. Tu vois, Coco Lafleur, pour dire le premier, Rucasneg et Neg Marron. Tu vois, c'est un peu les 3 qui ont marqué. Coco Lafleur en étant vraiment un peu précurseur. Rucasneg en étant le film qui a traversé les frontières. Et Neg Marron étant le film un peu jeune à l'époque, un peu street, qui a marqué aussi toute une génération, quoi, tu vois. Après ça, j'ai pas pour moi là de film à citer. Non, qu'on peut citer comme référence, tu vois. Donc, est-ce que c'est suffisant? J'ai pas l'impression, tu vois, parce que Coco Lafleur, j'ai pas de bêtises, mais ça va être un truc genre 78 ou un truc comme ça. Rucasneg, c'est 84, je crois, donc ça a plus de 40 ans. Neg Marron, ça a 20 ans aujourd'hui, tu vois. Ça ne rajeunit pas. Ouais, ça ne rajeunit pas, et c'est pas suffisant, tu vois. Donc j'aimerais qu'on dise que demain, il y a un cinéma guadeloupéen, pour dire qu'il y a vraiment des... Et puis je pense qu'il faut aussi réussir à faire des films qui sortent de nos territoires aussi, tu vois. Si c'est que des films que pour nous, c'est bien, tu vois, mais à un moment donné, c'est bien d'avoir des films qui traversent, parce que c'est l'art, c'est fait pour ça, tu vois. Quand tu parles de références musicales aujourd'hui, on pense quand même à des groupes comme Kassav, on pense à des Kalash, à des Admiralty, ou des mecs qui ont traversé un peu, qui sont sortis de chez nous, qui sont pas restés que en Guadeloupe, Martinique, tu vois. On a besoin de ça aussi, tu vois. Donc il faut que dans le cinéma, ça se fasse aussi. Ok. Et qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que pour toi, on n'a pas de film référence? Est-ce que c'est une question de mentalité, de budget, Je saurais pas te dire. Je pense qu'il y a un mélange un peu de tout. Je saurais pas te dire. Il y a peut-être un mélange de formation, peut-être, tu vois. D'ouverture sur l'extérieur aussi, c'est important. Quand tu fais du cinéma, tu dois t'ouvrir sur l'extérieur. Enfin, quand tu fais de l'art de manière générale, tu dois t'ouvrir sur l'extérieur. Enfin, tu dois. C'est bien de... Ouais. Après, chacun, il voit midi à sa porte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? S'il y en a qui ont envie de faire que du cinéma Guadeloupe, que pour la Guadeloupe, écoute, qu'ils le fassent, tu vois. Mais à un moment donné, c'est un art qui voyage, tu vois. Donc, si tu fais un film où le thème principal, c'est le Soukounian, par exemple, tu vas parler qu'aux Guadeloupéens. Tu vois? Tu peux parler du Soukounian dans un film, mais il faut que tu ailles chercher un peu d'universalité dedans. Tu comprends? Tu vois, Zion, par exemple, c'est
c'est un film très guadeloupéen, en vrai. Très antillais. Mais cette histoire de jeunes de quartier qui trouvent un bébé dans un cabas, tu peux le raconter en Corée, tu peux le raconter en Argentine, tu peux le raconter en Afrique, tu peux le raconter où tu veux. C'est pas, cette trajectoire-là d'un gars de la rue qui retrouve un bébé et que ce bébé-là, finalement, va l'aider à grandir et à passer un step dans sa vie, c'est universel. La paternité, c'est universel. L'amour, c'est universel. Tu vois? Raconter une histoire d'amour en Guadeloupe, tu peux en faire un film très guadeloupéen, mais l'amour, ça reste universel, tu vois. Ok. Donc, voilà. Faut pas, en fait, tu peux pas faire d'un film une private joke. Si tu fais une private joke, bah, du coup, bah, Ouais, il y aura pas beaucoup de personnes à rigoler. Voilà, c'est ça, tu vois. Et pareil, tu avais placé des petites références. Il y avait des enfants qui pouvaient pas aller à l'école parce qu'il n'y avait pas d'eau, des choses comme ça. Est-ce que tu as continué avec ces petits clins d'œil? Je me suis fait plaisir. Tu t'es fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Dans Zion, je me suis fait plaisir. Ouais. Et encore, tu as tourné avant les coupures de courant, les coupures EDF. Donc, j'ai pas pu placer ça. Mais j'y étais en tout cas là. Putain, c'était bien galère ça aussi. Mais non, il y a, en filigrane, il y a tout ça derrière. Mais je voulais pas en faire un thème principal. D'accord. Tu vois, du film. Malgré tout, c'est quand même très présent parce que tout le monde m'en parle. Tu vois, les journalistes, à chaque fois que je fais des interviews, ils me parlent de ça, tu vois, parce que la Guadeloupe, c'est un personnage dans le film. Tu vois, c'est vraiment très présent. Tu comprends, c'est les Antilles, c'est ça qui est fort aussi dedans. Et bon, je vais pas spoiler le début du film, mais bon, voilà, tu vois, le début du film, dès que le personnage il se lève, tu vas voir. Tout de suite, on est dans la Guadeloupe. Ok. Tu vois, No spoil, on va voir. Voilà, j'ai pas envie de faire ça, mais tout de suite, on est dedans. Tu vois. Et bah oui, on a des problématiques chez nous, il faut en parler, il faut qu'elles arrivent à la lumière, tu vois, à un moment donné, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas normales. Bien sûr. Alors, c'est pas le but de faire un film misérabiliste ou de dire, ouais, la Guadeloupe, c'est la misère, on galère, un truc, tu vois, c'est pas le but. Mais à un moment donné, tu peux pas passer outre certaines problématiques, tu vois. Clairement. Voilà. Donc, il faut en parler. Et c'est pour ça qu'on en revient aussi à quelque chose de très important pour moi. C'est que moi, un de mes combats principaux, c'est qu'on puisse faire nos films. C'est-à-dire que ça n'empêche pas les autres de faire les films qu'ils veulent. Mais à un moment donné, on doit raconter nos propres histoires et cesser de laisser les autres le faire à notre place. Parce que les autres vont raconter la Guadeloupe qu'eux, ils connaissent. Tu comprends? Donc, la Guadeloupe peut-être, je sais pas, des plages de sable fin, des cocotiers et compagnie. Tu vois? Mais c'est bien aussi de raconter la Guadeloupe que nous, on connaît. Et je dis ça, c'est pour tout le monde pareil. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on me dit, oui, dans une interview, on m'a demandé qu'est-ce que tu penses par exemple, de Trump avec apparemment Disney a retiré sa politique d'inclusion. Du coup, il n'y aura plus de princesse noire ou princesse indienne, j'en sais rien, ou autre. On va être blanc. Qu'est-ce que je te dis? Ce sont des Américains. Ils sont en majorité blanche. S'ils veulent faire des princesses blanches, moi, je vais pas aller leur dire, ah non, s'il vous plaît, faites des princesses noires. Non. Par contre, nous, si on peut raconter. Moi, je me pose la question, pourquoi il n'y a pas un Disney africain? Tu comprends? S'il y avait un Disney africain, on ne serait pas là en train de mendier à Disney de nous faire des princesses noires. Faites vos princesses, les princesses que vous voulez, en vrai. Mais nous, laissez-nous faire aussi les princesses qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Si les Coréens, ils font une princesse coréenne, ils font une princesse coréenne, c'est normal. Pourquoi ce serait Disney qui devrait raconter les histoires de tout le monde? Ce sont des Américains. Et donc, ils vont raconter l'histoire des Chinois, des Coréens, des Africains, et si tout passe par le prisme des Américains. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est que les Colombiens, ils nous racontent la Colombie aussi, tu vois, que les Coréens, ils racontent la Corée. C'est ce qui, bon, pas de problème pour eux, aujourd'hui, tu vois. Mais que, voilà, que les Vietnamiens racontent le Vietnam, et que, tu vois, et que tout passe pas par le prisme occidental tout le temps, en fait, parce que il faut qu'on raconte nos histoires. Ça, on aura notre regard à nous. Et quand tu fais un film, et que tu te racontes toi-même, c'est pas la même chose que quand c'est quelqu'un d'autre qui raconte l'histoire. Tu vois, parce que moi, j'espère que ça se sent dans Zion, par exemple, que j'aime la Guadeloupe. J'espère que ça se voit, que ça se ressent. Malgré que je montre des choses dures de la Guadeloupe aussi, tu vois. Moi, quand je filme la Guadeloupe, je filme chez moi, je filme mon pays. Quand je filme un Guadeloupéen, bah, je filme mon père, je filme mon oncle, je filme mon frère, mon neveu. Tu vois ce que je veux dire? Je filme ma nièce, je filme ma grand-mère, je filme, voilà. Je suis directement impliqué. Quelqu'un qui est extérieur, c'est pas la même chose. Tu vois, il n'aura pas le même regard. Ouais, c'est pour ça que j'ai des fois un peu de mal avec des films qui dénoncent des choses.
peut-être sur des conditions des Africains qui viennent en France, qui immigrent, etc. Mais quand tu vois un film qui pendant 2 heures, tu vois un Africain en train de se faire mettre la misère et que à la fin, il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir, tu vois, sans nuance, sans rien. tu te dis, bon, ok, tu vois, mais pour aller où? Nous, on a envie d'avoir de l'espoir, on a envie d'avoir des personnages auxquels on s'identifie. Tu vois, on a envie d'avoir plus de Django. Tu vois, quand tu sors du cinéma, voilà, Django, tu sors, t'es fier en vrai, tu vois, même si c'est pas un Africain, un Renoir qui a fait ça, tu vois. Quand tu sors, le personnage, il est rempli, il est plein, il est solide. Il se fait pas mettre la misère pendant 2 heures. Ok. Il y a dans la bande-annonce un truc qui m'a marqué, où c'est l'avis de, je crois que c'est Cinématiseur, ils disent entre la haine et la cité des dieux. Ouais. Et moi, je me suis dit, oula, ça met la pression quand même comme comparaison. Est-ce que toi, tu as une pression? Et est-ce que tu es d'accord avec, du coup, leur avis? Alors, est-ce que j'ai la pression? Pas vraiment, parce que moi, la pression, si tu veux, je me la mets avant. Ok. Pendant la réalisation. Ouais. Sur l'écriture, je me mets beaucoup la pression. Sur la préparation, je mets beaucoup de pression. Sur le tournage, je me mets la pression. Tu mets la pression aux acteurs. Et je mets la pression à tout le monde. J'emmerde tout le monde. Ah, c'est dur de bosser avec moi. Je mets la pression jusqu'à la fin. Et je mets la pression jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte de la post-production. Jusqu'à ce que le film, il est emballé, c'est fini, on peut plus rien y faire. Là, c'est fini, tu vois. Et encore, j'arrive encore à mettre la pression pour la distribution. Donc, non. Après, moi, à partir du moment où j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai mis toute mon énergie, tu vois, je sais que je peux pas faire plus quand même. Ouais, t'as fait de ton mieux. J'ai fait mon mieux. Pour moi, c'est comme la compétition, tu vois. Tu t'entraînes dur. T'arrives en compète, tu fais tout ce que tu peux faire. Et puis, si malgré tout ça, tu perds, c'est que tu devais perdre, tu vois. Tu peux pas faire autrement. Moi, j'ai tout fait, là. J'ai tout fait pour gagner. Donc, tu vois, c'est... Et du coup, un avis comme celui de Cinématiseur, qu'est-ce que ça te procure? Parce que c'est des références. Bah ouais, mais en même temps, mais je comprends parce que Zion est difficile à cerner. C'est-à-dire, le mettre dans une case, c'est dur. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de précédent à Zion. Tu vois, la vérité, même Negmaron, ça n'a pas grand-chose à voir avec Zion. D'accord. Tu vois. Donc, aux Antilles, il n'y a pas de précédent à Zion. Tu vois. Et j'ai envie de te dire, moi, personnellement, j'ai jamais vu de précédent à Zion. Alors, s'il y a des gens qui se disent si j'ai déjà vu ce film-là quelque part, qui me l'envoient. Tu vois, peut-être, hein, c'est peut-être que je me trompe. En tout cas, moi, j'ai jamais vu. J'ai déjà vu Mono et Tsotsik, un film sud-africain, tu vois, qui était avec un mec des townships et un bébé, tu vois. C'est peut-être le truc qui se rapproche un peu plus, mais même ça n'a rien à voir avec Zion, tu vois. Donc, c'est difficile de trouver... Toi, ils ont besoin de références. Ouais, c'est les médias donc moi, je trouve qu'elles sont bien trouvées, parce que La haine, moi, c'est ma ref à moi, c'est-à-dire que c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Ok. Donc je peux pas dire autre chose que merci, tu vois, parce que c'est la banlieue, et c'est la banlieue rendue graphique, rendue esthétique, tu vois, c'est très esthétisant, c'est poétique aussi, tu vois, et je trouve que c'est très bien raconté, tu vois, c'est un film que j'aime énormément. Donc La haine, c'est parfait. Moi j'ai un peu ce cinéma-là, c'est-à-dire un cinéma esthétisant, tu vois. Je filme le ghetto entre guillemets, mais j'espère en tout cas que je le rends beau, tu vois. Après, la Cité de Dieu, c'est le côté la caméra qui est rentrée dans des endroits où on n'avait jamais eu de caméra. Okay. Tu vois, pour moi, c'est ça que je vois dans la Cité de Dieu. Et dans Zion, c'est un peu ça. Il n'y a pas de films de cinéma qui sont rentrés dans les quartiers de Pointe-à-Pitre comme ça, tu vois, ou même aux Antilles. Tu vois, je parle en Guadeloupe, Martinique ou tu vois, Guyane, il n'y a pas eu de long métrage où on est rentré comme ça. J'ai même Negmaron, il me semblait pas que ce soit dans ces quartiers-là, tu vois, me souvenir, non, on est dans un truc un peu plus... on est un peu à Pointe-à-Pitre, tu vois, un peu la place de la Victoire, tout ça, mais on rentre pas vraiment dans ces quartiers-là, tu vois. Donc, ouais, il y a ce côté, ouais. Ok. Pour moi, ça met la pression.
Tant mieux. En fait, moi, c'est plutôt un compliment, en vrai. Tu vois? Oui, bien sûr, mais en même temps, je trouve que ça peut mettre la pression, ça dépend de ton caractère. En fait, ouais, ça peut, mais si tu veux, moi, je suis satisfait du film que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas à rougir. Je serais en pression si j'étais pas satisfait. Ok. Là, je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, tu vois. Je pouvais pas faire plus avec les moyens que j'avais. Je pouvais pas faire plus. J'y ai laissé des plumes, ça a été dur, tu vois, vraiment. Ça a été fatigant, ça a été dur, c'était une épreuve. Hein. Aujourd'hui, je peux pas avoir de regrets. Donc, le film que je vois, je sais que et je m'avance en disant ça. Alors, il y aura toujours certainement, tu te fais jamais l'unanimité de toute façon. Mais je sais que les Antillais vont apprécier ce film-là parce que c'est un film en fait qui touche tout le monde. Des adolescents de 15 ans qui vont aimer un peu le côté thriller, le côté un peu, tu vois, course effrénée, le côté rue, le côté, voilà. Aux gens beaucoup plus mûrs qui, eux, vont apprécier tous les textes et sous-textes, tu vois, toutes les sous-lectures, tous les messages passés dans le film. Ok. Tu vois, et la poésie aussi du film, parce que c'est un film poétique, tu vois. Ok. Moi, c'est un truc qui me manque beaucoup dans le cinéma aujourd'hui. Même pas que dans le cinéma, hein, même dans la culture. Ouais, les pratiques culturelles en général. Dans la société, en fait. La société. Ouais. Je trouve qu'on n'a plus de poésie aujourd'hui. Et ça, je trouve ça c'est dramatique parce que la poésie, c'est vraiment important. Tu vois, pour l'esprit, pour se figurer les choses. Même dans la musique, tu vois. Je vais pas faire le vieux con, tu vois, je suis pas très vieux non plus, tu vois. On doit avoir plus ou moins le même âge, mais. Tu vois, je sais pas. On a quand même beaucoup moins de poésie aujourd'hui dans le rap ou même dans la musique, hein, dans la variété, dans tout, qu'il y avait à l'époque. Tu vois, ne serait-ce que, même si tu remontes pas si loin que ça, mais même un Cabrel, tu vois, ou un, je sais pas, tu vois, Aznavour, ou tout ça, je sais pas, tu vois, il y avait de la poésie dans leurs textes, tu vois, dans la manière de raconter les choses. Tu disais pas, en fait, tu faisais des détours pour raconter les choses. De la subtilité, du truc. Ouais, donc ça, tout de suite, ça te crée des images, ça te fait voyager. Et le cinéma, c'est pareil. Tu vois, je sais pas, même des blockbusters de l'époque, Forrest Gump, c'est très poétique, Forrest Gump, tu vois. T'avais beaucoup de poésie. Et aujourd'hui, t'as plus de mal à trouver ça. Et je trouve ça dommage, donc j'essaye d'en mettre en tout cas dans ce que je fais. Ok. Et c'est quoi tes ambitions? Est-ce que ce sont des ambitions de chiffres? Alors aujourd'hui, c'est un long métrage qui est produit. Tu n'es pas dans la même dynamique avec le cours, où là, il y avait un peu une recherche des festivals, des concours. C'est quoi l'objectif à partir de la sortie, là? L'objectif, le premier objectif, c'est que tous les Antillais, ils fassent le taf. Ils se ruent dans les salles, qu'on remplisse, qu'on fasse péter le box-office des Antilles-Guyane. Moi, c'est mon objectif principal. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que il faut comprendre que là, nous, on a un distributeur, tu vois. On a un distributeur pour le national, on a un distributeur pour l'international. Et surtout pour le national, si tu veux, quand ils arrivent avec un projet comme Zion, ils savent pas quoi faire avec. Tu vois? Parce que c'est un film qu'ils n'ont jamais vu avant. Donc, dans quelle case il rentre? Où est-ce qu'on le met? Comment on le vend? Tu vois? Donc, ils se disent, bon, eux, ils fonctionnent sur des choses très, très simples. Hein. Il y a qui au casting? Swan Descombes, Zébris, c'est personne. Tu crois dans le cinéma. Ok, c'est pas vendable. Tu vois, on n'a personne tu vois, on n'a pas un Vincent Cassel, on n'a pas quelqu'un qu'on peut vendre, tu vois. Ok, ça parle créole. Deuxième complication, ça parle créole, ça se passe aux Antilles. Je vais pas dire il y a que des acteurs renois parce qu'en plus c'est le cas. J'espère que c'est pas un problème, mais ça peut en être un peut-être, tu vois. Donc tout ça fait que eux ils sont là en se disant bon, ça va être un film difficile à vendre, ça, les salles vont pas, il y a certaines salles qui vont vouloir, mais pas trop, on pourra pas avoir trop de copies. Alors qu'en vrai le film il fait le taf, tu vois, se dire vraiment. C'est un film, moi mon cinéma en fait si tu veux, il est entre le cinéma d'auteur et l'entertainment, tu vois. Tu passes un bon moment, même si t'es pas obligé d'être un cinéphile hein, pour aller voir mes films, tu vois. N'importe qui, je te dis, un adolescent de 14 ans, il va aller voir le film, il va aimer le film, tu vois. Du coup, il garde les yeux sur les Antilles. Nous, on fait sortir le film exprès beaucoup plus tôt,
Ok, j'allais te poser la question. Donc, ça sort le 14 mars en Guadeloupe et 9 avril en France hexagonale. Voilà, donc dès que le film va sortir ici... Donc, c'était un peu une stratégie pour vous? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Au-delà du fait que, pour moi, c'est une évidence que c'est un film de chez nous, il faut qu'il sorte avant, chez nous. Moi, je me rappelle de l'époque où on attendait 6 mois pour qu'un film qui sorte. À Paris, il était déjà plus 6 mois, et t'attendais 6 mois pour qu'il sorte ici. Là, le cinéma qui vient de chez nous, ben, il va pas sortir avant là-bas, tu vois, c'est normal. Mais oui, à un moment donné, on a besoin aussi ils ont besoin de voir l'engouement. Et quand ils vont voir les chiffres péter, ils vont dire, ah d'accord, ok, quand même. Okay. Donc il y a vraiment une communauté derrière. Il y a vraiment du monde derrière, tu vois. Parce que la communauté antillaise, elle est aussi présente en France, tu vois. Donc ils savent que derrière, ça va suivre aussi en France. Mais pas que. Ils se disent, si ça marche autant là-bas, c'est que ça peut marcher partout. C'est un peu comme les ch'tis. Bon, même si c'est autre chose. Les ch'tis l'avaient fait sortir dans le Nord avant. Ça avait fait un truc de malade dans le Nord. Tu vois, ils avaient beaucoup communiqué là-dessus. Et après, ils l'ont sorti partout. Et ça fait des scores incroyables, tu vois. Donc, très important qu'on tape les salles, le box-office, tu vois. Dès que le film il sort, le 14, pas attendre parce qu'ils regardent la première semaine d'exploitation. Tu vois. Ouais, ben, c'est beaucoup lié. Enfin, c'est comme la musique, en vrai. C'est ça. Les premières semaines et ensuite on voit ce qu'on en fait. Après, ils extrapolent. Donc, ils savent. Première semaine, ok, ça fait tant. Donc, du coup, on va être à peu près sur tel chiffre. Tu vois, ils extrapolent. Donc, c'est très important. Et donc, derrière, après, ça va aussi, les exploitants vont dire, ok, d'accord. Donc, il y a un public, ok. Donc, on va peut-être donner plus de salles que prévu. Tu vois, on va lui donner plus de chances. En vrai. Et ça va nous permettre d'avoir une meilleure vie là-bas. Ce qui est important, et là, je prêche pas que pour ma paroisse. Tu me parlais de cinéma guadeloupéen. Si on veut créer un cinéma guadeloupéen, c'est par là que ça passe. Il n'y a pas d'autres solutions. On est obligé de faire du bon cinéma, tu vois. Mais aujourd'hui, on arrive avec Zion. Zion, c'est un bon film. Tu vois, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est un bon film, tu vois. Peut-être qu'après, en fonction des sensibilités, il y en a qui auraient des choses à redire. Il n'y a pas de problème. La critique est faite pour ça, tu vois. Mais ça reste un bon film de qualité. On a bossé là-dessus, tu vois. Et les gens vont le voir. Et quand ils verront Zion, ils n'auront pas à rougir par rapport aux autres films, ça qui est important, tu vois. C'est un film qui a un niveau international, on peut pas... Voilà. Donc, ça, déjà, c'est la première chose. Moi, mon travail, c'est de ramener un bon film, tu vois, que les Antillais soient fiers de ça. Première chose. Une fois que tu as de la qualité, tu as un film de qualité, après, derrière, c'est le travail du public, tu vois, d'y aller et de soutenir. C'est pas soutenir pour soutenir, parce qu'en fait, tu vas passer un bon moment. Tu vas pour kiffer aussi. Tu vois, t'es pas là juste, oh putain, je vais aller me taper 1h30 d'un film, mais bon, c'est pas grave, j'y vais pour soutenir. Vas-y, tu vas kiffer. Tu vois, tu as passé un bon moment. Mais c'est important, là, toi, d'y aller. Parce que si tu veux qu'un cinéma antillais, c'est par là que ça passe. Montrer qu'en fait, on est solidaire. Que quand il y a quelque chose qui se fait chez nous de qualité, tout le monde suit. Et en fait, ça nous donne beaucoup de force. On parle des communautés, etc., tu vois. Et nous, on a besoin aussi de rentrer là-dedans, si on veut exister. On ne peut pas passer autrement. Donc, une fois que ça s'est fait, si ça pète en France, ça va péter en France, ça va ouvrir un sillon derrière, tu vois, qui ne sera pas là que pour moi. Pas que pour mes prochains films. Ça veut dire que le prochain qui va arriver avec un film de qualité, on aura une référence. Ouais, mais regarde Zion. T'as vu le chiffre que ça a fait? Ah ouais, nous on veut ce film-là. Parce qu'on sait qu'en fait, quand il y a un truc de qualité aux Antilles, en fait, ça pète, ça suit. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, l'objectif, c'est que demain, effectivement, il y a un cinéma guadeloupéen avec des films références et des films qui sortent beaucoup plus fréquemment, tu vois. Et j'espère que je ne serai pas, moi et Barney, disons, les seuls porte-drapeaux, tu vois, du cinéma guadeloupéen. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui font des films, encore une fois, hein. Mais je te parle vraiment de pouvoir faire des films qui vont péter au niveau au moins national. Tu vois. Donc le but, là, c'est moi, Zion, vraiment, je suis arrivé avec cet esprit-là, de foutre un coup de pied dans la porte, de dire c'est bon. Tu vois, Barney tout seul, il peut pas s'en sortir, tu vois. Il faut pas qu'il y ait qu'une personne, il faut qu'on soit plusieurs. On arrive, on tape ça, et derrière, ça va créer des vocations. Il y en a d'autres qui attendent, hein, déjà. Il y en a qui sont là, il y a mon Martinique aussi, tu vois. Il y a Jimmy Laporal, le Trésor aussi, qui va faire un film sur mai 67. Tout ça, c'est important. Tu vois, un film sur mai 67, c'est super important. Bien sûr. Et derrière, c'est pareil. Il faut que derrière, ça ouvre des portes et qu'on ait la possibilité de faire les choses en grand, tu vois. Ok. En ce moment, dans la musique en tout cas, on voit une mise en avant et une montée de l'intérêt pour les médias, même en hexagone, sur les musiques d'ici, Bouillon, Chata, etc. Et donc,
ça en parle plus, plus d'artistes arrivent à faire leur nom, là où avant il y avait peut-être une place pour un Antillais. Est-ce que c'est similaire, tu trouves, dans ton domaine? Est-ce que tu trouves qu'il y a plus d'intérêt, même sur ton film, du fait que c'est un film qui est tourné en Guadeloupe? Est-ce que tu ressens ça aussi dans le domaine du cinéma? Ouais, je sens qu'il y a un intérêt pour les Antilles. Ouais. Je sens qu'il y a des gens qui ont envie de venir tourner chez nous. Et d'où l'importance qu'on puisse faire aussi raconter nos histoires. Parce que là, il va y avoir une attraction un peu. Je le sens un peu, tu vois, comme ça. Parce qu'on recherche des nouvelles choses à raconter. Et puis les gens ils se disent, ah, putain, mais en fait, les Antilles, il n'y a pas grand-chose en fait qui a été raconté sur les Antilles, tu vois. Venez, on va le faire. Moi, j'aimerais que ce soit des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais qui le fassent. Tu vois. Donc là, ça va se faire, par exemple, là, pour une série en Martinique, tu vois, mais qui n'est pas portée par des Antillais à la base. Tu vois, qui raconte un truc des Antilles, mais qui n'est pas porté par des Antillais. Même s'ils mettent plein d'Antillais dans la boucle, et ça c'est très bien parce qu'ils forment aussi des Antillais, tu vois, mais c'est pas porté par les Antillais. Moi, j'aimerais que demain, on puisse vraiment arriver avec nos projets, tu vois. Pour ça, ça demande de la formation à l'écriture. L'écriture, c'est vraiment la base. Il faut qu'on ait des scénaristes. On a des réals, mais il faut qu'on ait vraiment des bons scénaristes, tu vois, qui savent raconter et qui savent écrire un bon scénario et derrière qui peuvent aller chercher avec ça des financements pour en faire un long métrage. C'est vraiment très important. Je pense que c'est le plus important là, si on veut créer un cinéma demain, c'est l'écriture. Qu'on se forme à l'écriture. Moi, si j'avais un regret à avoir, c'est peut-être de ne pas avoir fait ça. Tu vois, j'ai perdu beaucoup de temps à apprendre seul à écrire. J'ai pris beaucoup de temps, tu vois, j'ai lu des bouquins, je me suis imprégné du truc, mais je viens de la BTS, tu vois, moi je viens de la technique, donc c'est bien, ça m'a permis d'avoir un regard, un truc, mais tu vois, l'écriture, c'était plus laborieux, tu vois. Si c'était à refaire, tu aurais travaillé plus l'écriture. Si c'était à refaire, sortie de bac, j'aurais fait école de scénario. Ouais, direct, un truc avec le scénar, c'est sûr. Est-ce que, pour finir, tu aurais peut-être une anecdote sur le tournage, un moment où peut-être tu as eu peur, tu as été inquiet pour le film, savoir si tu allais le finir, etc. J'ai des anecdotes sur le tournage. Alors après, est-ce qu'il te faut une anecdote joyeuse ou pas? Parce qu'il y en a des moins joyeuses que d'autres, tu vois. À toi de choisir. Du coup, celle qui t'aura le plus marqué. Le plus marqué, bah, clairement, c'est la perte d'un pote. D'accord, ok. Ouais. Qui est venu sur mon tournage faire de la figuration le vendredi soir de la première semaine de tournage. Première semaine de tournage, il tourne avec Zébriste. Il part, il me dit ouais, vas-y, on s'attrape demain, etc. Vas-y, je bouge, tout ça. Il part, il est minuit à peu près. Il va rejoindre sa femme et ils se font agresser sur la plage, entre côté de la plage à Bas-du-Fort. Et il se fait tirer dessus. Tu vois, genre 1 heure après d'avoir quitté le tournage. Donc en fait, après, moi j'apprends ça le lendemain. Je dis c'est quoi ça et tout, c'est quoi cette histoire, tout ça. Je vais à l'hôpital, je vois il est dans le coma, touché à la jambe, mais à bout portant, ça a touché l'artère fémorale, tout ça. Et on fait tout le tournage comme ça, où on ne sait pas s'il va revenir ou pas. Enfin bref, il est sous dialyse, tout le bordel. Il finit par sortir du coma pendant le tournage. Il me dit putain, je vais le voir et tout ça. On parle, il a perdu du poids, tout ça, tu vois. Et fin de tournage du film, on arrive à mi-juillet à peu près. 4 jours après, il doit sortir dans 2 jours. Il fait 2 AVC et il part. Terrible. Tu vois. Et ça a été un truc, si tu veux, où ça me met des frissons quand je te parle de ça, parce que c'est... Tu vois, ça a été, à un moment donné, la réalité qui a rencontré la fiction de manière la plus violente possible. Tu vois, c'est un gars qui avait 2 enfants, une femme. Et en fait, tu vois, on parle de choses dans le film, de violence, de tout ça. Quand je vois des fois des
j'ai eu des retours de presse, tu vois, parce que là, on a fait des projets presse et tout, tu vois, à Paris. Tous les retours sont positifs. Il y a un retour qui est un peu mitigé à un moment donné et qui dit, ouais, on est un peu dans les clichés, drogue, noir, drogue, violence, etc. C'est toujours un cliché pour ceux qui connaissent pas. Tu vois. Moi, j'aimerais que ce soit un cliché, en vrai. La vérité, c'est que c'est pas un cliché. Clairement. Tu vois. Si c'était un cliché, moi, j'aimerais te dire, ok, moi, je fais des clichés dans mes films, bah, super, en vrai. Mais c'est pas un cliché, tu vois. La drogue, les armes, en Guadeloupe, c'est pas un cliché. Et cette histoire-là est malheureusement là pour le prouver, tu vois. Et voilà, moi, je suis pas là pour faire l'apologie de la violence et des armes dans le film. Loin de là. Et je pense que ça, si on a un peu une vision un peu claire quand même, tu vois, un peu éclairée, on comprend ça, tu vois. Dans le film, c'est pas l'apologie de la violence, au contraire, ça montre des choses, une réalité qu'on aimerait qu'elle soit différente, tu vois. Donc voilà, tu me dis l'anecdote la plus marquante. Je peux pas te dire que ce soit autre chose que ça, tu vois. Clairement. Parce que on a été obligé de vivre avec ça sur le tournage, d'avancer et puis de mettre des œillères en se disant ça va aller, tout ça. Et il a attendu la fin du tournage pour partir, tu vois. Mais voilà, l'arrêté de la Guadeloupe. Et au-delà, tu vois, du côté, au-delà du côté violence, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Il y a le CHU. Bien sûr. Tu vois, moi je reste intimement persuadé que la même chose serait arrivée à Paris, serait encore avec nous là. La vérité. Tu vois. Je remets pas en cause les gens qui travaillent au CHU, mais toute la structure. À un moment donné, on nous dit, oui, il y a un CHU qui est en construction, tout ça, mais en attendant que c'est en construction, du coup, tout le monde meurt, c'est pas grave. Tu vois, c'est comment on fait. Tu vois, il y a un moment où tu as l'impression que quand tu rentres dans le centre de réa, là, en tout cas le côté réanimation du CHU, t'as l'impression que les gens, ils attendent juste de mourir, en vrai. Tu te dis, mais personne va sortir de là, en vrai. Toi, quand tu rentres, ça te fait cette sensation-là, c'est oppressant. Déjà, c'est interdit au moins de 14 ans, tu vois. Et en fait, tu te dis, mais en fait, les gens, ils sont là, ils vont juste tous mourir, en fait. Donc, ouais, ça a été vraiment le truc le plus difficile. Maintenant, si je te donne des anecdotes un peu plus joyeuses, parce qu'on va pas finir sur un truc aussi glauque. Mais en tout cas, voilà, Romuald, paix à son âme, et c'est pour... En fait, il y a sa photo à la fin du film, donc comme ça, les gens qui verront la interview comprendront qu'est-ce qui s'est passé. Ok. À la fin du film, il y a sa photo. Le film lui est dédié. Tu vois, voilà. C'était le gars qui avait Crêpement Bon à Pointe-à-Pitre, pour ceux qui connaissent. D'accord, ok. Et c'est son frère maintenant qui est là. Donc, ouais, une anecdote un peu plus joyeuse. Du coup, juste, il y a encore un iguane, tu vois. Comme il y avait, tu m'as posé la question pour Timouna. Et ouais, pour l'histoire, on avait chopé un iguane, du coup. J'ai demandé, je voulais un iguane. On dirait que c'est une galère d'avoir un iguane en Guadeloupe. J'ai dit, putain, il n'y a que ça. Comment on peut pas avoir un iguane? Il n'y a pas un dresseur d'iguane, il n'y a pas quelqu'un qui a un iguane, il faut aller le choper dans la nature. C'est toujours une galère, quoi, tu vois. Finalement, on arrive à avoir un iguane, un bel iguane et tout. Ok. On tourne avec. On le passe à un des gars de la régie, tu vois, qui le garde chez lui. On m'appelle, problème. Quoi le problème? Ouais, l'iguane s'est enfui. Je dis, comment ça, il s'est enfui? Il dit, ouais, il s'est barré et tout ça. J'ai dit, mais putain, on a besoin de l'iguane. On fait comment? Au final, on termine le tournage comme ça. Et on devait retourner dans le carnaval. Du coup, nous, on a tourné entre juin et juillet. 35 jours de tournage. 33, je crois, à ce moment-là. Et ensuite, on retourne 3 jours en janvier. Tu vois, pour avoir des images dans le carnaval. Même si on l'a reconstitué le carnaval, on a besoin d'images dans le vrai carnaval. On profite du coup j'ai dit, ouais, il faut que je trouve un iguane, tu vois. Et là où j'étais dans une maison, tu vois, et il y avait un deck, tu vois, devant. Toujours des iguanes qui passaient. Je me suis dit, putain, faut que j'en chope un, tu vois. Ouais, ça vit en dessous, justement, des decks, des trucs comme ça. Ouais, ils passent en dessous, puis ils sont dessus aussi, tu sais, ils prennent le soleil et tout, ouais, tu aussi, vois. Ouais. Donc, je me dis, putain, faut que j'en chope un. À un moment donné, j'en vois un gros, tu vois. J'attrape une épuisette de la piscine, tu vois. Je me dis, il faut que j'aille le choper. Et en fait, bon, tu connais, un iguane, c'est compliqué à attraper, tu vois. À moins que tu les attrapes
à la Caravelle où ils passent à côté des touristes. Mais sinon, là... Ouais, ils sont un peu habitués. Ouais, ils sont habitués, là. Mais sinon, les autres, ils n'attrapent pas comme ça, ils ne cessent pas approcher. Donc, j'ai fait une chasse à l'iguane pendant... laisse tomber, je l'ai suivi, je suis rentré dans un arbre, j'ai été le suivre, je suis passé chez des voisins et tout, tu vois. Finalement, à un moment donné, il est sous un deck, je le pousse pour qu'il tombe dans l'eau, il ressort, il remonte, et là, j'essaie de l'attraper, tu vois, je le coince. En fait, il fait une erreur, il part dans un angle, tu vois, un truc fermé. Là, je lui mets l'épuisette de suite et je l'attrape, tu vois. Mais un truc, je te dis franchement, c'était un papa iguane, c'était pas un petit iguane. Du coup, je l'attrape et tout ça, tu vois, parce que moi, c'est vraiment, en fait, c'est mon animal totem. Tu vois, l'iguane, c'est vraiment un animal, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe entre nous, je sais pas ce que c'est. Du coup, je l'attrape et tout. Et puis on arrive à avoir un iguane et tout, et je le ramène, et du coup, on le garde pendant 2-3 jours, tu vois. Et bon, il m'a lacéré dans tous les sens. Bah là, t'as vu, j'ai encore des cicatrices, mais ça, c'est autre chose, hein. C'est un autre iguane que j'ai attrapé hier, tu vois. Mais il m'avait lacéré et tout, tu vois, mais moi, j'aime bien ces animaux-là. Donc, en fait, si tu veux, l'iguane qu'on voit, le plus gros iguane qu'on voit, en fait, on croit que c'est le même. Mais celui qu'on voit vraiment bien, c'est toi, tu l'as attrapé tout seul. Je l'ai attrapé tout seul comme un grand, tu vois. J'y ai laissé des morceaux de peau, mais je l'ai attrapé et après, bien sûr, je l'ai relâché au même endroit. Et la petite anecdote, c'est que je suis revenu, genre là, en novembre. J'ai loué la même maison. Je suis revenu là et je l'ai revu. Tu es sûr que c'est le même? Je suis sûr. Je suis sûr parce que, en fait, bon, il a une couleur particulière et en plus, il avait un truc sous un œil, tu vois. Un peu, un œil qui tombait un peu. Je l'ai filmé de l'autre côté, j'ai jamais filmé de ce côté-là, mais il avait un œil un peu qui tombait, tu vois. Je l'ai reconnu tout de suite. Je l'ai vu et tout, et quand il m'a vu, il m'a fait une espèce de mouvement de tête, genre en gros, dégage, tu vois. Genre, il voulait pas que je l'approche, donc voilà, c'est ça la petite anecdote. Ben super. Nelson, pour finir, on encourage les gens à aller voir Zion en Guadeloupe et Martinique et Guyane dès le 14 mars. Et le 9 avril en France hexagonale, et on encourage tout le monde à aller le voir. Voilà, allez le voir et allez le voir. Voilà. Bah, je peux rien dire d'autre, c'est vraiment, si on veut qu'un cinéma, c'est par là que ça passe. Ça marche. Yes. À bientôt. À bientôt. Luxymore, #1.